Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine, mesdames et messieurs. Bonsoir. Nous sommes ce soir avec Toussaint Sabo-Fanou. Il est psychopédagogue et Noah Gbafa Padonou. Lui, il est ingénieur des systèmes d'information. Ce sont là les deux invités que nous aurons ce soir. Mais d'abord, voici la météo. Toutes nos salutations à tous ceux qui nous suivent depuis le septentrion, précisément depuis Tanguieta dans le département de l'Atakora. Le premier grand rendez-vous pour le compte de cette semaine et en même temps pour le compte de ce nouveau mois, le mois de septembre, comme je le disais, reçoit Toussaint Sabo-Fanou. Oui, il est psychopédagogue, professeur certifié en anglais et en espagnol à la retraite. Avec lui, on va parler dans Autant savoir des activités extrascolaires, les impacts que cela peut avoir sur la psychologie des enfants. Nous allons donc l'avoir. Il est déjà installé, vous le verrez tout à l'heure, pour nous donner son avis sur le sujet. Mis à part lui, nous aurons sur ce plateau Noah Gbafa Padonou dans Expert. Il est notre expert de ce soir. Il est ingénieur des systèmes d'information. Et vous le savez, nous avons de nouveaux tarifs au niveau lorsqu'on parle d'Internet. Mais est-ce que ces tarifs aujourd'hui constituent des soucis pour les consommateurs? Il va y répondre. Il est ingénieur des systèmes d'information. Mesdames et messieurs, c'est donc le menu du grand rendez-vous de ce soir. Deux plateaux. Ça va donc aller très vite. En attendant d'avoir notre premier invité sur ce plateau, j'entre tout de suite en liaison avec la rédaction où je reçois Roch Aurélien Akouainou depuis la rédaction. Bonsoir Roch. Bonsoir, heureuse d'annoncer. La pleine forme? La pleine forme et vous aussi? Ça va, vous avez passé un excellent week-end, je suis sûre. Oui, un excellent week-end. Oui. Un week-end que nous avons d'ailleurs passé au service. Hey. Oui, c'est notre quotidien et on est habitué. Hey. Je l'accepte. Au week-end passé au service, c'est un bon travailleur, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on aura au menu du 19h45 de ce soir? Eh bien, heureuse d'annoncer, c'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir sur le grand rendez-vous pour présenter à nos fidèles téléspectateurs les informations de la rédaction. Et au menu de ce 19h45, nous allons vous faire découvrir une application qui simplifie la vie aux contribuables désireux de payer leurs impôts et autres taxes. Il s'agit de la téléprocédure mise en place par le gouvernement béninois. Nous irons ensuite au marché d'Antokpa. Au marché d'Antokpa pour voir ce qu'est devenu le parking automobile d'Eguerpi il y a quelques mois. Arnaud Adadia nous dit qu'il est malheureusement transformé en un véritable urinoir à ciel ouvert d'où s'échappent des odeurs suffocantes. Et enfin, nous vous parlerons des zones humides qui auraient des avantages écologiques. Elles réduisent les effets de phénomènes extrêmes comme les inondations, les sécheresses et les tempêtes, nous relate le reportage qu'Amandine Anyambossou nous a réalisé à cet effet. Heureuse d'annoncer.
Merci à vous, Roch Akouenou. Donc, lorsqu'il va sonner 19h45, on va vous retrouver. Tout à fait, à 19h45, prenez le rendez-vous pour suivre le développement de tous ces titres que je viens de vous annoncer. Et au passage, je dis que vous avez une très belle cravate. Merci à vous aussi. Vous êtes très belle sur votre plateau, heureuse d'Anodé. Ah ben, Roch, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, avant de retrouver Roch lorsqu'il va sonner 19h45, nous recevons ici notre premier invité. Il s'agit bel et bien de Toussaint Sagbo Fanou. Oui, il est psychopédagogue, enseignant, certifié en anglais et en espagnol à la retraite. Vous le voyez d'ailleurs. Ah, monsieur Sagbo Fanou, comment vous allez? Je vais bien, bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Vous êtes mon tout premier invité, je suis fière de vous avoir en ce début mois. C'est un honneur pour moi aussi et j'en suis vraiment comblé. Vous êtes notre invité de Autant Savoir que nous allons d'ailleurs lancer tout de suite. Vous le savez, mesdames et messieurs, les enfants, les élèves, pendant les vacances, ça donne à diverses activités. Mais ces activités extrascolaires n'ont-elles pas voilà, des impacts sur la psychologie de ces enfants-là? Nous avons donc sur ce plateau M. Toussaint Sagbo Fanou, psychopédagogue, pour aborder le sujet avec nous. Mais d'abord, je vous propose de suivre ce reportage réalisé par Fulgensia Rontonji sur le sujet. Peinture, danse, bricolage, cuisine, jeux de société, ce sont là quelques activités proposées aux enfants pour passer des moments de détente en beauté. Occuper sainement les enfants pendant les vacances, c'est l'objectif des promoteurs de ces centres. Moi, j'aime bien la cuisine, particulièrement la pâtisserie. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas partager cette envie-là avec les enfants. L'objectif numéro 1, c'est vraiment de faire sortir les enfants de notre cadre. Parce que quand ils sont devant la télé et autres, ils ne participent pas, ils suivent. Et donc, à l'atelier, c'est vraiment de leur faire participer à ce qu'ils font. Autre chose, c'est que déjà, les enfants, beaucoup ne savent plus danser, comme nous, entre-temps. Et aussi, du côté dessin, les enfants dessinent mal. On ne sait plus faire le choix des couleurs, on ne sait plus faire les coloriages sans déborder des lignes et tout. Voilà un peu pourquoi l'atelier pour les vacances. Qui a déjà fait du gâteau une fois ici? Une initiative qui n'est pas pour déplaire à certains parents. Ils ont compris l'utilité de ces ateliers. Et selon les spécialistes, les jeux permettent aux enfants de découvrir leur passion et de développer leur talent. Dès le départ, quand j'ai vu l'annonce sur Facebook, j'ai tout de suite accroché et je les trouve plus manuels. Je les trouve plus intéressés à tout ce qui est goût. On veut que tout soit propre et on se lave tout le temps les mains quand on rentre à la cuisine. Ça, c'est mon plus grand bonheur. Vous savez que la cuisine, lorsque vous voulez cuisiner, il faut partir peut-être de l'eau, mettre du sel, mettre ci. Donc, si on ne vous l'apprend pas, vous ne pouvez pas le faire. Donc, en faisant la cuisine, l'enfant apprend à agencer les condiments, les épices, et ainsi de suite. La musique, comme la cuisine, c'est un bon moyen pour permettre le développement et la mémoire de l'enfant. Si certains parents adhèrent à cette idée, d'autres par contre hésitent toujours à inscrire leurs enfants, ce qui justifie l'effectif modeste d'apprenants. Quand on dit un atelier pendant les vacances, on trouve parfois que c'est un peu trop, on trouve que ça occupe trop les enfants, alors que tous ne partent pas en cours de vacances et il faut aussi les occuper autrement tout en ne pas oublier les cahiers. C'est-à-dire on s'amuse tout en apprenant. L'âge le plus connu ou le plus normal, le plus adéquat pour pouvoir inscrire un enfant, c'est à partir de 4 ans. 4 ans, 5 ans, vous pouvez envoyer votre enfant dans un centre. Ce serait dommage si les parents ou bien si un parent trouve que voilà, aller dans un centre, c'est perdre son temps. J'inviterai donc les parents à inscrire les enfants, à savoir d'abord ou du moins observer leurs enfants pour voir qu'est-ce que ces enfants-là aiment faire. Les activités extrascolaires contribuent à consolider les aspirations scolaires et les projets professionnels des enfants. L'accompagnement des parents et le suivi des enfants dans le choix de ces activités seront des atouts majeurs pour leur développement personnel.
Et on retrouve notre invité, Toussaint Sagbo Fanou, sur le plateau. Moi, je dis d'office, les vacances, c'est fait pour se reposer, monsieur Sagbo Fanou. Mais justement, ça dépend de ce que vous mettez dans se reposer. Parce qu'on peut se reposer en s'amusant, on peut se reposer en apprenant, on peut se reposer en s'épanouissant autrement que de se retrouver planqué devant un poste téléviseur où vous n'avez pas toujours de bonnes images éducatrices. Oui. Alors, personnellement, je suis heureux que vous ameniez un sujet de cette importance sur le plateau, surtout que BB24 est suivi de partout. Ça permettra quand même de régler beaucoup de problèmes. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites d'un enfant qui déjà à 5-6 ans a la tête aussi bien tournée vers les études que la tête tournée vers la cuisine, tournée vers la couture, la tête tournée vers le dessin, la peinture. C'est magnifique parce qu'un homme n'est pas que quelqu'un qui lutte pour avoir un diplôme BPC, diplôme bac. Cet homme n'est pas complet même s'il arrive à avoir le bac avec mention. Je vous l'assure, ça peut choquer. Il n'est pas complet. Il est un homme diplômé. Un diplômé n'est pas forcément un homme complet. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, vous savez, la situation aux États-Unis, ça continue jusqu'à présent, ça s'éteint même au Rwanda, sur beaucoup de pays, où on dit, écoutez, qu'est-ce que vous savez faire? Mettez vos diplômes de côté, ce n'est pas ça qui nous importe. Donc, what do you know and not what do you have, comme le disent les Américains. Alors, un enfant que vous mettez à l'école, vous le soustrayez d'abord aux scènes obscènes qui jonchent aujourd'hui nos maisons, nos salons, la télé, l'Android, les tablettes, et ainsi de suite. Mais quand vous l'amenez dans un atelier de cuisine où il y a une instructrice qui le cajole, l'amène à comprendre, l'amène à pratiquer, vous faites de cette fille ou de ce garçon quelqu'un qui est déjà préparé pour l'avenir. Parce que il arrive souvent, j'extrapole un peu pour entrer dans la vie active, il arrive que vous trouviez un homme parce que son épouse est à l'hôpital, mais il est bloqué. Il est comme un ordinateur planqué. Il ne peut ni chauffer l'eau, ni allumer le gaz, ni écraser le pain. Faire une petite cuisine pour s'en sortir. Mais un homme complet doit pouvoir faire certaines choses en l'absence des gens qui sont habilités à le faire. Lorsque vous avez votre pantalon qui a perdu l'ourlet et que vous devez crier « Où est-ce que je peux trouver un tailleur ?» alors que vous avez aiguille et tout à la maison. Mais écoutez, si ce n'était pas le cas, les Français auraient tous quitté Paris. Parce qu'il faut savoir bricoler, il faut savoir enfoncer un clou pour maintenir l'armoire en forme. Donc moi je crois sincèrement, c'est très bien d'avoir trouvé cet élément. Et la capacité qu'il y a dans cette affaire, c'est que ça réveille des talents cachés. En chaque homme, il y a des talents qui dorment. Et il faut l'amener justement à une pratique pour voir s'éclore ce ou ces talents. Et c'est très important que déjà l'épanouissement de l'enfant soit garanti par les activités extrascolaires. Et même quand on dit extrascolaire, je crois que c'est parce que ce n'est pas dans le cadre formel de l'école. Sinon, apprendre à faire la cuisine, la couture, ainsi de suite. Ça se fait déjà, ça se fait, ça se fait. Justement, nous quand on allait à l'école, quand on parle d'économie familiale, c'est que vous avez des heures dans l'emploi de temps où vous faites économie familiale. Économie familiale, couture, ceci, cela, les gâteaux qu'on prépare, les sandwichs, ainsi de suite, vous apprenez à le faire. Donc, est-ce à dire qu'aujourd'hui, on sent que ces quelques heures consacrées à ces activités pendant l'année scolaire ne suffisent plus, raison pour laquelle il faut renforcer? Oui, je crois qu'il faut renforcer. Les enfants pendant les vacances? Oui, il faut que pendant les vacances, les enfants ne soient pas livrés à cette philosophie qui consiste à dire c'est les vacances, vive les vacances, le repos, la plage. Non, ce n'est pas ça les vacances. Les vacances, c'est un temps de pause. C'est un temps où vous n'êtes pas obligé maintenant de vous lever à 6 heures pour préparer la rentrée en classe à 7 heures. C'est un temps où vous avez de dormir. C'est un temps où vous avez la possibilité de rattraper des lectures en retard, des leçons en retard, mais c'est un temps aussi pour faire de l'apprentissage de la vie active. Pas un apprentissage formel payé par les parents à coup de je ne sais quoi, non. Un soft learning, un apprentissage doux. Voilà, c'est cool, c'est pas du forçat. Un apprentissage doux. Donc, si déjà à l'école, parce que le calendrier scolaire que nous avons, les curricula que nous avons ici, qui doivent être revus, sont des curricula trop chargés. On a cours de 7 heures jusqu'à 19 heures. C'est une aberration. Je crois que les gens ont commencé à comprendre ce que nous avons lancé comme cri, à savoir qu'il ne faut pas s'auto-flageller. Nous disons que nous voulons apprendre. Nos maîtres qui nous ont appris à concocter nos emplois de temps et nos calendriers, ils sont à quelques heures de cours théoriques, à des heures de pratique,
De sorte que dans une journée, déjà à 17h, vous avez des élèves qui sont libres, qui vaquent à d'autres activités, qui s'épanouissent, pendant que nous, on a encore la tête baissée jusqu'à 19h, 19h30. Donc je crois, si déjà à l'école, on n'a pas assez de temps, il vaut mieux que pendant les vacances, et tout à l'heure j'ai suivi votre reportage, c'est magnifique, qu'il y ait des femmes, des hommes qui soient prêts pour accueillir ces enfants dès le bas âge. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de CESE, le centre d'éveil et de stimulation de l'enfance. L'enfance a besoin d'être stimulée. Quand vous prenez votre batterie, par exemple, parfois elle est toute neuve, mais elle refuse de travailler. Il faut la réactiver ou bien il faut la stimuler. Et là, toute l'énergie renaît. L'enfant aussi a besoin d'être stimulé. Et vous allez voir des enfants qui vous chantent comme des robots parce qu'on leur a appris ça à l'école au bas âge. Et même sa maman ne peut pas chanter comme elle parce que la maman n'a pas eu cette chance-là de faire cet éveil de la petite enfance. Donc, pendant les vacances, il faut trouver des créneaux pour que nos enfants, une fois sortis de l'école formelle, se retrouvent, au lieu d'être dans les rues, se retrouvent dans des ateliers de formation qui les occupent. Vous allez voir que là, lorsqu'ils vont sortir avec un emploi de temps bien élaboré, ils n'auront plus le temps d'aller voir les... excusez le terme, je suis obligé de le prononcer. Les conneries que nous donnent certains réseaux sociaux, ils n'auront plus le temps à ça. Ils auront même envie d'aller faire des recherches dans des bouquins pour voir si la cuisine, telle qu'on leur a proposé cela, ne pouvait pas se faire autrement que ainsi de suite. Donc, moi, j'apprécie à 100%. Donc, en fin de compte, ce n'est pas, comme le disait une dame, celle qui elle fait partie de ceux-là qui apprennent à ces enfants-là à cuisiner et autres. Ce n'est pas trop, ce n'est pas encore trop. Non, ce n'est pas trop. Encore surcharger l'enfant. Il ne faut pas se mettre à la place des enfants parce que l'homme de 50 ans n'a pas la même énergie qu'un enfant de 10 ans. Mais alors, à quel âge l'enfant Quand on dit c'est trop, c'est qu'on se met peut-être à leur place. On pense que faire ceci, non, c'est fatigant. C'est fatigant pour nous, mais pas pour eux. Ils ont de l'énergie à revendre. Et vous voyez, quand il suffit de respecter des heures, quand vous voyez votre enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans courir dans la maison et vous dites attention, tu vas tomber, lui ne tombe pas. Il court, il va par-ci, il chasse le chien, il va par-ci, par-là. Et oui, ils sont vraiment débordés d'énergie. Ils ont de l'énergie. Il faut pas emmagasiner ça en eux. Il faut les aider à extérioriser, à se vider. Donc ce n'est pas trop. Ce qui est trop, c'est quand vous prenez une fille de 8 ans, 10 ans, 15 ans, que vous utilisez au marché, que vous soumettez à toutes les tâches pendant que vos enfants sont là. C'est elle qui doit faire la vaisselle, balayer, faire ceci. C'est cet esclavagisme-là. Ça, c'est encore un autre sujet. Oui, ça, c'est un autre sujet. Là, c'est trop. Mais quand l'enfant est libre, il fait ce qu'il aime. Vous dites, tu veux ça? Il dit, j'aime. C'est l'électronique, il adore. C'est l'élevage, parce qu'on ne fait pas beaucoup allusion à ça. Moi, j'ai vu des enfants de 5 ans, 6 ans être en une parfaite union avec des poulets, des coqs que leurs parents élèvent. C'est eux qui savent s'il y a un poussin qui est malade, s'il y a ceci, cela. C'est des activités qui les épanouissent et qui font d'eux des hommes H. Mais pour la rentrée scolaire qui va démarrer bientôt, qu'est-ce que ces enfants-là gagnent? Qu'est-ce que cela peut leur apporter en pleine année scolaire? Mon Dieu, ce que cela leur apporte, c'est énorme. D'abord, ils ont une concentration que les autres n'ont pas. Ils ont une concentration parce qu'ils ont un esprit, un cerveau qui est formaté dans le sens de regarder quelque chose pour travailler jusqu'au bout. Ils ont acquis une certaine concentration. Ils ont acquis une certaine maîtrise de la pratique. Et lorsqu'il s'agit de rédiger quelque chose, ils ont quelque chose de grand en arrière-plan que d'autres n'ont pas. Et ça entre en ligne de compte dans ce qu'ils écrivent. Et quand vous lisez, vous avez l'impression... Parce que quand il va vous parler de tabouret, de clous, de marteau, de ceci, cela, vous vous dites, mais celui-là, c'est un menuisier ou bien c'est un élève? Parce que lui, il a acquis ça pendant que les autres étaient planqués devant la télé. Donc, ça, l'essentiel, c'est de leur ménager leur temps de repos. Il ne faut pas empêcher un enfant de dormir, de se reposer, de boire, de manger, de s'amuser sous prétexte... Je ne vous arrête pas. Ces activités extrascolaires doivent durer combien d'heures par jour? Vous voyez, d'abord, il faut donner la possibilité à l'enfant de bien dormir pour récupérer. Donc, ce n'est pas la peine de prendre quelqu'un à 7h ou 8h pour dire qu'il va pour activité extrascolaire. Donc, personnellement, j'estime qu'il faut commencer autour de 8h et même plus. Tout dépend du temps. Parce que s'il fait très chaud, déjà à 9h, l'organisme est déjà engourdi. Mais sinon, laissez le temps à l'enfant de dormir, de se réveiller, de faire sa toilette, d'ouvrir les yeux à la maison, de voir comment est sa maison et de partir
ménager le temps pour le repos, pour le déjeuner, et se dire que après le déjeuner, il doit digérer. Il ne faut pas constiper son organisme. En principe, déjà entre midi et 13h, l'enfant doit être remis à ses parents. Si l'enfant doit travailler du matin jusqu'à dans l'après-midi, c'est que là, vous êtes en train de le congestionner. C'est un autre problème de santé qui va se créer. Qui va se créer. Oui, donc il faut le libérer tôt pour qu'il se sente indépendant et qu'il puisse prendre son temps et son organisme en charge après la matinée. Donc, si je résume vos propos ici sur ce plateau, ces activités ont des impacts positifs sur la psychologie des enfants. Hyper positif sur la psychologie des enfants. Ah oui, je suis formel. Merci beaucoup, monsieur Toussé Sagbo Fanou. Vous êtes enseignant, professeur certifié anglais, espagnol à la retraite et psychopédagogue. Merci. Bon retour chez vous. Bonne soirée. Merci beaucoup et bon vent à BB24. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va laisser monsieur Sagbo Fanou se retirer pour installer maintenant notre deuxième invité. Il s'agit de Noah Bafa Padonou. Noah Bafa Padonou est ingénieur des systèmes d'information dans Esper. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Noah Bafa Padonou, ingénieur des systèmes d'information. Avec lui, on va aborder ce sujet qui fait le tour des réseaux sociaux, les nouveaux tarifs Internet. Est-ce que ça constitue aujourd'hui des soucis pour les consommateurs tels que les choses se présentent sur les réseaux sociaux? Je peux dire oui, hein, mais selon l'expert, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a des avantages? On aura les avis avec Noah Bafa Padonou. Monsieur Padonou, merci d'être là. Bonjour, heureuse. Vous portez bien? Avec plaisir, ça va. Le week-end? Très bien. Très mouvementé? Un peu bousculé, mais ça va. Eh oui, connaissant l'homme, ça doit être bousculé. Très mouvementé. Alors, vous avez suivi l'actualité avec nous. Oui. On a eu même le DG de l'ARCEP sur une des chaînes de la place qui a donné son point de vue. Mais quel est le point de vue de l'expert, de l'ingénieur en système d'information? Déjà, il y a eu un décret présidentiel, le décret présidentiel en date de 25 juillet 2018, qui a introduit de nouvelles tâches. Ça veut dire qu'est-ce qu'il nous demande aujourd'hui? Lorsque vous utilisez les services SMS ou que vous achetez vos mots pour naviguer, vous allez payer 5% du prix hors taxe. C'est-à-dire? Du prix hors taxe. Autrement dit, lorsque vous envoyez SMS, déjà vous êtes facturé. Sur ce qu'on nous facturait, on payait déjà la TVA, donc 18%. Mais en plus des 18%, nous allons payer aujourd'hui 5% en plus. Ça veut dire que l'État va récupérer chez les réseaux 23% plus tôt. Et quand nous achetons nos mots, l'État va récupérer aujourd'hui 23%. Mais par rapport aux mots, par rapport à ce que nous achetons pour nous connecter, l'État fait une démarcation. L'État dit, lorsque vous achetez votre connexion, vos mots, et que vous voulez naviguer, si vous naviguez, vous allez sur des plateformes pour aller peut-être pour faire de e-commerce, pour faire tout ce que vous voulez, je prends chez le réseau 23%. Mais lorsque vous allez utiliser cette connexion pour vous connecter à Facebook, WhatsApp, Viber, je vais parler de ce qu'on appelle les services de contournement, les services OTT. En ce moment, l'État prend plutôt sur chaque mot 5 francs. Donc, cela doit être très clair dans la tête de tout le monde. Donc là, si je comprends bien, ceux qui utilisent les mots pour beaucoup plus faire du WhatsApp, et autres seront plus taxés. Exactement, seront beaucoup plus taxés. Donc, vous comprenez qu'en réalité, ce dont nous parlons est totalement technique. Mais posons-nous la question, c'est quoi en réalité les services OTT? Voilà. Le service OTT, les plateformes OTT, c'est ce qu'on appelle des over the top. OTT, over the top. C'est ce qu'on appelle en français les services de contournement. Ou ce qu'on appelle les hors-service, hors-fournisseurs d'accès. Nous avons MTN, nous avons Move qui nous offrent l'accès. Lorsque nous utilisons notre Facebook ou WhatsApp ou autre, ces plateformes-là ne paient rien en réalité à MTN et autres. Nous naviguons tout simplement, nous achetons la connexion chez
nos opérateurs conventionnels et nous naviguons. Donc les appels que nous faisons, lorsque je veux appeler, que j'appelle, MTN vend seulement la connexion, mais ne gagne rien en réalité sur l'appel. Lorsque les messages que nous envoyons, c'est tout simplement les mots que les réseaux là nous vendent, mais ne perçoivent plus rien. Alors vous comprenez que, traditionnellement, lorsque je fais un appel vers les États-Unis, vers la France, le Japon ou autre, l'État percevait déjà 53 francs par appel à l'international. Lorsque je prends mon téléphone et que j'appelle, je t'appelle pendant qu'on est à Cotonou, l'État perçoit en réalité sur l'appel 13 francs sur les 60 francs que nous payons déjà au réseau. Lorsque je fais l'appel international, l'État perçoit 53 francs. Mais lorsque nous passons par les plateformes, je vous appelle par exemple WhatsApp et autres, l'État ne perçoit rien parce que les plateformes ne déclarent rien. Alors l'État se dit, je ne peux pas continuer. Tout le monde a compris le système et que tout le monde appelle par WhatsApp et autres. Même l'appel international, l'État ne gagne presque rien, à part les mots qu'on vend. L'État dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que c'est ça qui a amené les réseaux, les plateformes, nos réseaux, à déclarer en 2016, par exemple, qu'ils ont fait comme chiffre d'affaires 267 milliards. Mais en 2017, ils ont déclaré 237 milliards. Donc, ils ont déclaré une perte de 30 milliards. C'est sur ce qu'eux, ils ont gagné que l'État perçoit en réalité ses redevances, que l'État perçoit ses taxes. Donc, en déclarant une perte, c'est que l'État, ils paieront alors moins l'État. Vous allez constater que les réseaux continuent, malgré qu'ils ont déclaré une perte, ils continuent toujours de nous offrir beaucoup plus de mots dans leurs offres. Donc, vous comprenez que c'est un jeu en réalité que les réseaux font. Alors l'État dit, si tel est le cas, je serai obligé, je vais créer ce qu'on appelle en Europe. En Europe, on est déjà, ils ont un projet de marché commun des télécommunications européens. L'État dit, alors je crée un marché commun où autant les utilisations faites sur les OTT, sur les plateformes OTT, dont les plateformes de contournement, ou les plateformes ordinaires, je perçois quelque chose dessus. Donc voilà un peu la démarche de l'État. Et là, donc l'État déjà, il a ces garanties-là. L'État a ces garanties que même si nous faisons les appels par WhatsApp et autres, l'État perçoit toujours, en ce moment, l'État va facturer les mots que nous utilisons. Parce qu'il ne faut pas oublier que, théoriquement, un mot se vend au Bénin à 1,5 francs avant ce décret. Avec 1,5 francs, on peut faire un appel international sur presque 1 minute. Et aujourd'hui, on nous vend ça à combien maintenant? Tout à fait. Non, là, je dis avant. Oui, mais maintenant... Je vous explique en réalité la démarche de l'État. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bon ou que c'est mauvais, mais je suis en train de vous expliquer en réalité la démarche de l'État. Et ceci étant compris, on se pose alors la question, est-ce que c'est ce que l'État devrait faire? Quels sont les enjeux? Pour l'État, l'État veut renflouer ses caisses. Ça, c'est sûr, c'est compris, et c'est ça qui est clair. Mais pendant que l'État veut renflouer ses caisses, l'État a en priorité le numérique, puisqu'on a créé même un ministère chargé de l'économie numérique. Mais quand nous parlons d'économie numérique, nous parlons alors de l'utilisation de ces mots qui sont facturés aujourd'hui beaucoup plus chers. L'État nous dit, je n'ai pas changé les prix. Donc, si c'est 1000 francs, on continue de nous vendre ça à 1000 francs. Mais le contenu en réalité change. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, avant on achetait 300 mots à 1000 francs, mais aujourd'hui vous êtes à peine à 150 mots à 1000 francs. Donc on continue on n'a pas changé les tarifications, mais les contenus en réalité ont été fractionnés presque en 2 ou en 3. Et selon vous, c'est bon? Vous comprenez que pour un État qui a comme leitmotiv la promotion du numérique, on se pose alors la question de savoir, mais quelle est cette forme de promotion? Lorsque nous voyons notre ministre qui passe d'un start-up à un autre jusqu'au nord pour booster les activités des start-up, mais quand nous parlons de start-up, nous parlons d'utilisation de ces mots, de la connexion. Alors on se pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une promotion à la bouche pendant qu'on est en train de taper sur ceux qu'on est en train de promouvoir? Qu'est-ce qu'un jeune fera aujourd'hui s'il n'a pas la connexion? C'est vrai, il y a la connectivité au bornes de ces appareils,
de son téléphone, de son ordinateur, de sa tablette. Mais qu'est-ce qu'il peut faire avec cette tarification? Encore que la connexion n'est pas bonne. La connexion, on n'est pas le dernier dans tous les cas. Donc, par rapport à ce que c'est un autre débat. C'est un autre débat. Hein. Oui, ce n'est pas le souhaitable. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, ce n'est pas peut-être mettre la charrue devant les bœufs? Faudrait peut-être pas déjà garantir une connexion stable et très fluide à ces utilisateurs avant d'augmenter la taxe? On ne devrait même pas augmenter. Voilà. Que ce soit bon ou pas, ce n'est pas là. Tant que nous avons choisi le numérique comme priorité. Ailleurs, qu'est-ce que les gens font? Voilà. Puisqu'il y a WhatsApp, tout ça ailleurs. Il y a ceci, WhatsApp, les gens appellent toujours. Nous avons nos parents qui sont en France, aux États-Unis et autres, mais qui nous appellent aussi par WhatsApp, par Viber, par Skype et autres, donc par les services d'isolement. On devrait plutôt, vous voyez par exemple, nous savons que nous faisons de mobile banking aujourd'hui. Et sur les mobile banking, l'État perçoit des taxes. Donc l'État devrait amener les opérateurs à se positionner comme des services d'intermédiation. Doivent créer ces services. C'est ce que nous voyons ailleurs, où nous avons des opérateurs qui ont même des box qui vous vendent. Où nous avons même des opérateurs qui vous vendent même, qui sont en partenariat avec des télévisions et qui vous donnent la connectivité directement sur votre qui vous donnent la connexion directement sur votre télévision pour que vous voyez les chaînes de. Donc les réseaux mobiles doivent être plus innovants, doivent créer beaucoup plus de services afin que l'État puisse avoir ses taxes. Mais lorsqu'on vient taxer directement les mots, c'est qu'on empêche alors le pays de se développer. Il n'y a pas autre mot. Oui, parce qu'il n'y a plus de développement aujourd'hui sans la connexion. Et lorsque c'est cher, le jeune qui veut lancer une application, ou même lorsqu'une application sera lancée, beaucoup de personnes seront réticents à aller utiliser ces applications parce qu'ils se diront, c'est vrai que je n'utilise pas les plateformes de contournement, mais je suis en train de payer, je vais payer en ce moment 23%. Donc je vais payer beaucoup plus cher. Tout à fait. Mes mots finiront beaucoup plus vite. Mais voilà que, bon, je ne dirais pas l'irréparable, mais l'irréparable est déjà fait. Qu'est-ce que vous pouvez proposer aujourd'hui à tous ces utilisateurs-là, à nous? J'irai encore plus loin. Lorsque vous avez un jeune fabrique quelque chose, il ne peut pas faire la promotion aujourd'hui sans utiliser Facebook. Facebook, c'est 1,5 milliard de personnes. 1,5 milliard de personnes. Lorsque nos entreprises ici, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sans faire la promotion de leurs activités sur Facebook, avec Twitter ou même, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent rien faire. Aujourd'hui que nous avons même des web TV, qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous vous rendez compte? On paralyse carrément le pays. Parce qu'avec ce qui se passe là, nous aurons des difficultés à faire la promotion de nos business. Les startups ne peuvent plus s'éclore. Parce que ça va coûter cher. N'oubliez pas, nous sommes déjà entre 50 et 70% des jeunes qui sont au chômage, au Bénin. Et dans ces conditions, dans cet environnement, où on peut amener les jeunes, à défaut d'avoir un boulot chez l'État ou chez un privé, eux-mêmes, puisque nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, ils ne peuvent pas faire l'entrepreneuriat, ils ne peuvent vraiment pas opérer l'entrepreneuriat sans aller sur le net. Ce n'est pas possible. Et vous pensez que l'État peut revenir aujourd'hui sur sa décision? Ce n'est pas possible. L'État doit, ou tout au moins l'État doit revoir. Parce que lorsque vous mettez un jeune à 23%, c'est vrai que, comme on dit, SMS c'est 15 francs, nous continuons toujours de payer nos 15 francs. Mais vous êtes sûr que les réseaux ne vont pas continuer, on sait comment ça se passe. Lorsqu'on nous dit que le mot, on payait cela, que nos mots seront vendus toujours presque au même prix. Mais c'est faux. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas augmenté les 1000 francs. Par exemple, pour les 300 mots, on continue de nous vendre cela à 1000 francs. Mais cette fois-ci, c'est 150 mots qu'on nous offre. Ça veut dire que le mot coûte beaucoup plus cher, 2 à 3 fois plus cher. Et on se plaît à faire des comparatifs avec d'autres pays. Non, on ne peut pas comparer avec d'autres pays. Parce que nous n'avons les gouvernants. Quelle proposition pouvez-vous faire aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de contourner cette décision? Il n'y a pas moyen de contourner. On lit sur les réseaux sociaux des jeunes qui font des propositions. Il faut télécharger telle application. C'est pas possible. Ces applications, lorsque vous allez télécharger, les réseaux vont vous bloquer.
vont très tôt bloquer ces applications. Vous voyez, ces applications, oui, c'est les VPN. Oui. Lorsque vous téléchargez les VPN, ils vont bloquer ces VPN. Rassurez-vous. Parce qu'on ne pourra pas contourner. Ce n'est pas possible de contourner. Et ne me demandez pas ici de vous donner des astuces pour que vous contournez. Parce que c'est ce que l'État a demandé de payer. Et quand l'État estime qu'il faut renflouer, c'est qu'est-ce pas cette méthode. Mais j'avoue que la réflexion ne m'a pas paru suffisamment profonde. Non, on aurait pu faire autrement tant que nous avons le numérique comme priorité. Les autres pays n'ont pas nécessairement le numérique comme priorité. Donc on ne peut pas comparer en disant ici ça nous coûte 1,5 alors qu'il y a d'autres pays, parce que j'ai suivi hier M. Guédégbé qui disait que dans d'autres pays que le mot coûte jusqu'à 12 francs. Non, lorsque je choisis de l'offrir à 1,5, pourquoi je vais comparer à d'autres qui l'offrent à 12 francs? Non. Donc l'État doit pouvoir réfléchir. Je proposerais que l'État réfléchisse, que l'État amène les réseaux mobiles à créer beaucoup plus de services de valeur ajoutée, ce qui va permettre à l'État de continuer toujours d'engranger ses recettes, ses ressources et permettre aux jeunes, favoriser les jeunes pour qu'on puisse véritablement booster les activités au Bénin. Tant qu'on n'ira pas dans cette démarche, on ne fera pas cette option, c'est qu'on n'est pas dans le vrai. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Ce sera vos propos, ainsi vos propos qu'on va mettre un terme à la rubrique Expert de ce soir. C'est bien dommage qu'il y ait de nouveaux tarifs sur l'utilisation de l'Internet et tout. C'est finalement des soucis pour les consommateurs, mesdames et messieurs. Alors, à présent, nous allons lancer la rubrique ActuWeb pour l'actualité sur la toile. En prélude au sommet Chine-Afrique qui s'ouvre ce lundi 3 septembre, le président béninois Patrice Talon a eu un tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping. C'est une information du site Banoto qui nous apprend que selon les services diplomatiques des deux pays, les deux chefs d'État ont signé un accord pour renforcer les relations bilatérales. Selon l'agence de presse chinoise Xinhuanet, le président Xi Jinping a noté que la Chine était disposée à échanger des expériences sur la gouvernance, à améliorer les relations entre les peuples avec le Bénin et à développer conjointement la ceinture de route. Tout ceci pour en faire un nouveau lien entre les deux pays aux civilisations anciennes. Du côté des services de la diplomatie béninoise, on apprend que durant la rencontre qui a lieu au Grand Palais du Peuple, les deux chefs d'État ont opté pour le renforcement et l'intensification des relations. Le président Talon a, à cet effet, indiqué à son homologue chinois que le Bénin est prêt à renforcer ses échanges avec la Chine. Autre information, toujours avec la même source, qui nous apprend que le secrétaire exécutif de l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin a pris la défense du gouvernement hier sur la hausse des frais de communication. Selon Hervé Guédégbé, le décret 341 pris par le gouvernement est la meilleure réponse à une menace d'effondrement qui pèse aujourd'hui sur le secteur des télécommunications. Le secrétaire de l'ARCEP affirme qu'il n'y a accès aux services de télécommunication que si le service est disponible. Il ajoute que nous courons aujourd'hui le risque de ne plus avoir le service quand bien même nous disposons des moyens pour l'acheter. Une analyse tranchée qui est loin d'être partagée par les acteurs du secteur, dont l'association des web-activistes qui s'insurgent contre ce décret. Hors de nos frontières à présent, au Brésil, un énorme incendie a ravagé hier dimanche 2 septembre le musée national de Rio de Janeiro, l'un des plus anciens musées du Brésil. Cette information du site RFI indique qu'aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent. Aujourd'hui est un jour tragique pour le Brésil, a déclaré le président Michel Temer. L'incendie d'origine toujours inconnue a débuté vers 19h30 heure locale, alors que le musée national de Rio de Janeiro était fermé au public, ont indiqué plusieurs médias brésiliens. Selon un porte-parole des pompiers de Rio de Janeiro, citation, « Jusqu'à présent, il n'y a pas de rapport faisant état des victimes. Le feu s'est propagé très rapidement.
il y a beaucoup de matières inflammables dans le musée. Fin de citation. C'est sur cette information du Brésil que prend fin l'actualité web de ce lundi 3 septembre 2018. Nous vous revenons demain pour d'autres informations. Bon début de semaine. Bon début de semaine à vous également, Jennifer Sativi, qui avait présenté d'ailleurs l'actu web de ce jour. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, il va sonner 19h45, l'heure à laquelle nous allons retourner l'antenne à Roch Aurélien Akouainou pour la présentation du journal. Mais d'abord, on va se permettre une courte pause. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants, le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil du temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Et bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information axée sur le développement. Pour qu'on considère que le cœur a des modifications liées au sport, il faut d'abord une pratique sportive assez fréquente. À midi, je me couche. Qu'en soient les problèmes que j'ai, à midi, je dors et à 15h, je reprends. Ceux qui se disent, qui se donnent de repos, c'est bien, mais on se donne de repos où? Aller sous nos échangeurs. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Autant savoir aujourd'hui qui vous amène à la découverte d'une filière. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24 tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller.
Retour donc en plateau, mesdames et messieurs, après cette courte pause pour retrouver Roch Aurélien à Koinou. Alors, nous allons lui retourner l'antenne pour la présentation du journal. Il est l'heure. C'est l'heure du 19h45, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, voici les titres. Plus de tracasseries administratives avant de payer ses impôts. Une application simplifie désormais la tâche aux contribuables. Il s'agit de la téléprocédure mise en service par le gouvernement béninois. Comment fonctionne-t-elle? Nous irons à sa découverte. Il ne sert plus que d'urinoir à ciel ouvert au marché d'Antokpa. Le parking automobile d'Eguerpi, il y a quelques mois, est dans un état piteux où usagers et riverains sont contraints d'inhaler des odeurs suffocantes. Et puis, les zones humides possèdent d'énormes avantages écologiques. Elles réduisent les effets de phénomènes extrêmes comme les inondations, les sécheresses et les tempêtes sur les populations humaines. Vous suivrez un reportage réalisé à cet effet. Bonsoir à nouveau, mesdames et messieurs. Le gouvernement a la caution de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP pour la hausse des frais de communication via Internet au Bénin. C'est ce qui ressort de l'intervention du secrétaire exécutif de l'ARCEP, Hervé Kovi-Gedegbe, sur une chaîne de télévision hier dimanche. Selon ses déclarations, le décret 341 pris par le gouvernement est la meilleure réponse à une menace d'effondrement qui pèse aujourd'hui sur le secteur des télécommunications. Il y a un grand risque pour les Béninois d'être privés de services de télécommunications si ce décret controversé n'était pas pris, selon Hervé Gedegbe. Selon ses analyses, le danger de l'effondrement est porté par Viber, WhatsApp et autres réseaux sociaux qui ont pris le pas sur le téléphone classique et occasionnent un énorme manque à gagner pour les opérateurs GSM. Une analyse tranchée qui est loin d'être partagée par les acteurs du secteur de l'économie numérique, dont l'association des web activistes qui s'est insurgée contre ce décret. Payer ses obligations fiscales par le biais de l'Internet et envoyer ses déclarations sur une application conçue à cet effet, c'est désormais possible au Bénin. Et cela se fait par la téléprocédure, un système informatique qui regroupe le télépaiement et la télédéclaration. Mise en place par le gouvernement béninois, elle simplifie la déclaration des impôts et taxes aux contribuables. L'objectif aussi est d'éviter des tracasseries administratives et des fraudes. Sandrel Sané, Lazare Migan et Rodrigue Babagweto nous font découvrir cette application et son mode de fonctionnement. L'administration fiscale se place à la tête des registres financiers. Cela l'amène à revoir dans le fond son système, d'où la téléprocédure. Le Bénin rejoint donc les rangs de certains pays africains dans la marche vers la modernisation de l'administration fiscale. Un système informatique est mis en place pour fluidifier les services. Par le passé, il faut payer à la caisse. Parfois, on mettait 2 journées avant de pouvoir faire le point des chèques. Il y a des bêtes, il y a des trucs. Donc aujourd'hui, on est à l'abri de tout ça. Le contribuable aussi, il peut suivre parce que avant, il passait par des comptables, il ne maîtrise pas forcément si c'est payé ou pas. Donc, via l'application, il a toutes les informations, il a tout ce qu'il lui faut pour suivre les paiements des impôts, pour être sûr que l'argent qu'il a envoyé est réellement allé dans la caisse de l'État. Depuis son bureau, le dirigeant, au même titre que le comptable ou celui qui est chargé de lui faire les formalités fiscales, peut voir la situation du contribuable. À côté de ce système de téléprocédure se trouve cette machine électronique qui sert à comptabiliser tous les achats effectués dans une entreprise. Une mesure dont le but est de limiter, voire empêcher la fraude fiscale. Nous, le grossiste là, on facture le AIB aussi, AIB détaillant. Donc cette machine-là, elle n'est pas arrivée à calculer le AIB. Donc c'est ça seulement notre souci. Quand le client vient, vous allez taper son numéro IFE, son nom et le prix à quel vous avez vendu. C'est tout. Et c'est la machine qui va calculer toutes les autres choses. Cette machine-là, ça va vous aider pour garder le stock aussi correct, le prix correct
Et vous pouvez faire le programming dedans, que l'audience ne peut pas manipuler le prix. Les téléprocédures se présentent donc comme une alternative non seulement pour mettre fin à l'archaïsme, mais également pour avoir un œil de contrôle sur tous les mouvements financiers dans les entreprises publiques comme privées. L'ancien parking automobile du marché d'Antokpa, déguerpi il y a quelques mois, est aujourd'hui transformé en toilette publique, tout simplement. Conséquence, les vendeuses, les vendeurs et autres usagers fréquentant cet espace inhalent des odeurs suffocantes à longueur de journée. Pour savoir comment le parc automobile de Tokpa est entretenu, Christian Devochi et Anoa Dadia sont allés faire le constat que voici. Une odeur constante de l'urine se mélange à l'air ambiant que respirent des passants devant le grand marché de Cotonou. Le parc triangulaire de Tokpa est-il devenu un vaste urinoir public? Des pisseurs ne sont pas gênés d'arroser les lieux de leur urine, même devant la caméra, à ce lieu aujourd'hui vidé de ses automobilistes. Depuis le temps qu'on a dégagé les gens sur le parc, ça sent beaucoup. Les gens viennent uriner sur le parc, les gens viennent chier, viennent les ordures. On ne peut pas aller sur le marché. L'état où le marché est, c'est pas bon. Ils vont nous rendre malades. Ok, l'odeur, si la pluie tombe, l'odeur vient dans le marché, ils sont pas tranquilles. Des fois, il y a même les gens qui ne sont même pas, ils rentrent dans leur hangar et se cachent à cause de l'odeur. Nous prions l'État de vite valoriser l'espace dégagé. Cela fait maintenant un bon moment que la préfecture du littoral a fait quitter les conducteurs de taxi des lieux de façon précipitée. À ce jour, l'on se demande à qui cela incombe aujourd'hui d'entretenir cet ancien parking. Cela pose le problème de la mise en place des toilettes publiques. Et ça encore, c'est la mairie. Nous, au niveau de la préfecture, ne sommes pas l'opérationnel. Et comme je viens de le dire, c'est des problèmes qu'il faut poser, c'est des problèmes qu'il faut résoudre de façon méthodique, de façon progressive. Et je pense que le maire de Cotonou fera face à sa responsabilité en cette matière-là. À présent que l'autorité préfectorale semble jeter la balle au maire, que dit la première autorité de Cotonou? Effectivement, le parc triangulaire était géré par la mairie de Cotonou, mais depuis un moment, je pense que c'est confié à la direction générale de la SOGEMA. Et nous sommes, la commune étant le prolongement de l'État, nous sommes tenus aux orientations, aux directives du gouvernement. Bien entendu qu'en attendant la panacée, les usagers, hommes et femmes, qui ne peuvent fréquenter Tokpa sans traverser cet espace, doivent continuer de traverser le parking vidé en se pinçant à chaque fois les narines. C'est désolant, c'est désolant. Merci à vous, Anoa Dadia, pour avoir réalisé ce reportage. MTN s'effondre sur le Johannesburg Stock Exchange après que la Banque centrale du Nigeria lui réclame 8,1 milliards de dollars. Cette nouvelle crise avec des autorités au Nigeria a fait plonger l'action MTN de près de 20%. La Banque centrale de ce pays, qui compte son plus gros nombre d'abonnés, exige le remboursement d'une somme de 8,1 milliards de dollars représentant des dividendes transférés entre 2007 et 2015 en violation des règles en la matière. Un précédent désaccord avait déjà coûté à MTN 1 milliard de dollars, une perte de valeur boursière considérable. Elles sont vitales pour de l'humanité, qu'elles soient en milieu urbain ou à leurs abords, elles rendent les villes habitables. Les zones humides réduisent les effets de phénomènes extrêmes comme les inondations, les sécheresses et les tempêtes sur les populations humaines et aident aussi à renforcer leur résilience. C'est ce qui a d'ailleurs motivé ce reportage réalisé par Donatien Falola et Amandine Anyambossou. Les zones humides pour un avenir urbain durable, c'est le thème de l'édition 2018 de la Journée mondiale des zones humides. Un thème qui souligne le rôle essentiel de ces espaces en faveur d'une urbanisation durable. Un avenir urbain parce que les zones humides ne sont pas que seulement dans les campagnes. Nous avons dans des centres urbains tels que Cotonou par exemple, et le lac Nokwe, la commune de Semenkodi, la commune de Calavi occupent une grande partie de Beige, donc du lac Nokwe qui est une zone humide. Donc il faudrait donc inclure la thématique d'urbanisation dans
la gestion de nos zones humides. Alors que le code foncier en vigueur au Bénin interdit donc l'installation humaine à moins de 25 mètres donc des zones humides. Vous allez dans la commune de Semenkpodi, principalement à Ekpe, je vais parler de Tchonvi, vous allez voir donc des installations à l'intérieur même de la zone humide. Cette célébration est une occasion pour sensibiliser le grand public sur l'importance des zones humides. C'est d'amener donc nos communautés, puisque de par le monde nous avons des zones humides, à agir effectivement pour la conservation des valeurs, donc c'est-à-dire floristiques que fauniques de ces zones humides-là. Les zones humides sont vitales pour la survie de l'humanité. Les zones humides jouent plusieurs rôles pour l'humanité. Déjà, les zones humides sont une ressource en eau, mais également assurent l'assainissement de cette eau-là. Les zones humides sont des réserves de protéines. Les zones humides constituent également un mécanisme pour régler les inondations, mais également sont très importantes dans l'agriculture, sont très importantes dans la lutte contre les changements climatiques, autant de raisons pour lesquelles les zones humides doivent être protégées. La préservation et la gestion durable des zones humides est une obligation légale. Ce type d'écosystème représente un patrimoine écologique, sociologique et économique et un enjeu indéniable pour l'avenir. Et on finit ce journal par ce scandale dans le domaine du sport, au sein duquel le Bénin se retrouve aux pieds et mains liés suite aux résultats des examens IRM entendus imagerie par résonance magnétique et le test de cardiologie effectué sur les joueurs des nations participant aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans au Niger. La CAF a révélé que plusieurs joueurs, dont 2 Ivoiriens, un Nigérien, 2 Nigériens et 10 Béninois bien sûr, ont triché sur leur âge. Par conséquent, ils sont disqualifiés de participer à la compétition. 10 des 18 joueurs béninois étant concernés par la mesure, la CAF a décidé du retrait pur et simple de l'équipe béninoise de la compétition. À la suite de la Fédération béninoise de football, le ministre des Sports, Oswald Omeki, a aussi réagi à cette disqualification de l'équipe nationale cadette. Une triste nouvelle selon l'autorité ministérielle qui promet aux responsables de cette affaire des sanctions à la hauteur de l'humiliation subie par le Bénin. Ce qui s'est passé à Niamey est inadmissible, s'indigne le ministre. Pour lui, il est évident qu'en de pareilles circonstances, les responsabilités soient situées et les responsables sanctionnés, quel que soit leur rang et leur position. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous mettons un terme à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous avoir présenté. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à très bientôt. Merci à vous, Roch Aurélien Akouaino, pour la présentation de ce journal. Vous serez en position demain également, n'est-ce pas? Demain soir. Tout à fait. Demain soir à 19h, nous serons là. Mais avant demain soir, déjà à 12h45, vous auriez suivi le point de l'actualité que la rédaction de BB24 propose à ses téléspectateurs. Merci beaucoup, Roch Akouaino. On va rester en votre compagnie, mesdames et messieurs, pour vous demander de suivre tout de suite le rappel des prévisions météorologiques. Et oui, ce sera donc tout pour le grand rendez-vous.
Mesdames et messieurs, c'est donc terminé, c'est définitivement terminé pour le grand rendez-vous de cette semaine, de ce lundi, pas de cette semaine. Demain, on est encore ensemble pour environ quelques heures de télévision. On remercie au passage Bernol Djogbe qui est à la caméra tout au long de cette semaine, Enoch Gogan au son. Nous avons Terence Bata à l'infographie, Ulrich Akbovor qui est le réalisateur du jour et pour le compte même de cette semaine et son assistant Pierre Capo pour la coordination. Mesdames et messieurs, ce sera tout. On se dit à demain.